Un virus inconnu sème la panique dans la ville de New York. L'épidémie frappe sans crier gare, menaçant 20 millions d'habitants. Les scientifiques n'ont jamais rien vu de tel. Le virus meurtrier résiste à tous les traitements. Quand elle constate que l'épidémie franchit les limites de la ville et gagne les États voisins, les autorités sanitaires font tout pour protéger les habitants de cette nouvelle maladie mortelle. Dans l'émission qui suit, certains noms ont été changés. À l'été 1999, un mystérieux virus fait son apparition dans Queens, un quartier animé de New York, à quelques encablures des gratte-ciel de Manhattan. Le 12 août, une ambulance transporte un homme de 60 ans à l'hôpital Flushing. Bill Turner souffre de déshydratation et d'une forte fièvre. Il est à peine conscient. Se sentant grippé, l'homme a pris quelques jours de congé. Il est maintenant si faible qu'il n'arrive plus à bouger. Lily, son épouse, est affolée. Les médecins ignorent qu'ils ont affaire à un virus encore inconnu dans l'hémisphère occidental. Ils placent l'homme sous perfusion pour le stabiliser et le réhydrater. À la vue des symptômes, le médecin de garde soupçonne une pneumonie. Il rassure Lily Turner. Avec une perfusion, un bon repos et un traitement antibiotique, son mari sera très vite sur pied. Mais quelques heures plus tard, Turner est en proie à des difficultés respiratoires. De plus, il est très confus. Il ne reconnaît même plus sa propre femme. Très agité, le malade doit être transféré dans l'unité de soins intensifs. C'est alors que les médecins remarquent un symptôme inquiétant. Turner ne peut plus bouger ses bras ni ses jambes. Son épouse tente de garder son calme lorsque les médecins lui expliquent que l'état de son mari s'est aggravé. Ils attribuent sa désorientation et sa faiblesse à un gonflement du cerveau dû à une infection. Les médecins urgentistes font appeler le docteur Deborah Asnis, qui dirige le service des maladies infectieuses. Elle s'inquiète de voir l'état du patient se dégrader si vite. Je trouvais inquiétant qu'un homme de 60 ans, en pleine possession de ses moyens, qui avait un emploi et menait une vie active, soit aussi affaibli sans raison valable. Le docteur Asnis soupçonne une encéphalite, une inflammation du cerveau. Pour en trouver la cause, les médecins procèdent à une ponction lombaire. Le liquide céphalorachidien est un outil de diagnostic précieux dans le dépistage de maladies affectant le cerveau. L'analyse met en évidence des taux anormalement élevés de protéines et de globules blancs, ce qui indique la présence d'une infection virale. Les médecins ont désormais la certitude que Bill Turner souffre d'une encéphalite d'origine virale. Malheureusement, il leur est impossible de combattre le virus. Ils ne peuvent que tenter de traiter les symptômes. Asnis prescrit des stéroïdes pour résorber le gonflement du cerveau du patient. Elle espère que son organisme finira par vaincre l'infection. Mais l'un de ces symptômes la préoccupe particulièrement. J'étais inquiète parce que je n'avais jamais observé une telle faiblesse musculaire accompagnant une encéphalite. Bill Turner ne peut plus respirer sans assistance. Au cours de ses nombreuses années de pratique, Deborah Asnis n'a jamais eu à traiter un tel cas. Elle est à nouveau appelée aux urgences.
Quelques jours plus tard, Harold Marsh, résident de Queens, est victime d'une violente crise cardiaque. Les secouristes le réaniment sur place. Sa température dépasse les 40 degrés. Une fièvre aussi élevée est un symptôme grave et inhabituel chez un patient victime d'infarctus. Il ne s'agit pas d'une simple pathologie cardiaque. Les résultats d'analyse sont surprenants. Outre son infarctus, Harold Marsh souffre d'une encéphalite d'origine virale. Ces 2 cas dans la même semaine ont de quoi inquiéter le Dr Asnis. 6 jours plus tard, une ambulance transporte Marcus Hammond aux urgences. Il présente des symptômes similaires à ceux des 2 autres patients, faiblesse musculaire et température élevée. Le malade est secoué de frissons si violents qu'il fait trembler son lit. Le 3e patient a finalement dû être placé sous assistance respiratoire. Il souffrait d'une grande faiblesse musculaire. Avant d'être hospitalisé, c'était un homme très actif. Il est tombé malade brusquement en l'espace de 24 heures. Le Dr Asnis vient de compter 3 cas en seulement une semaine. Cette brusque poussée était inhabituelle. Je me suis dit qu'il se passait quelque chose de grave. Conformément aux procédures établies par l'hôpital, elle prévient le bureau de la santé de la ville de New York. Au bureau de la santé de Manhattan, le docteur Annie Fine se montre tout à la fois sceptique et inquiète. On a pensé toutes les deux qu'on avait peut-être affaire à une poussée d'encéphalite. C'est plutôt inhabituel et nous étions un peu sceptiques, même si nous n'écartions aucune possibilité. Personne dans l'entourage des patients n'est malade. Apparemment, le virus ne se transmet pas d'un sujet à l'autre. Le docteur Asnis tente de rassurer les familles, même si elle est à court d'explications. C'est la première fois qu'elle est confrontée à pareille situation. La difficulté venait du fait que nous devions expliquer ce qui avait provoqué la maladie à la famille. Nous savions qu'il s'agissait d'une encéphalite, mais nous n'avions aucune idée de sa cause. Pour évaluer la progression du virus, Deborah Asnis et Annie Fine contactent tous les hôpitaux de la région. Elles apprennent ainsi que 3 autres habitants de Queens sont traités pour les mêmes symptômes. Notre inquiétude n'a fait que croître au fil de la journée. On découvrait à la fois qu'il y avait de nouveaux cas et qu'ils présentaient des similitudes frappantes. Ça ne faisait que confirmer nos craintes d'être confrontés à une poussée épidémique. Le soir même, les autorités sanitaires envoient un bulletin d'alerte à tous les professionnels de santé. Le Dr Fine leur demande de signaler tous les cas d'encéphalite au département de la santé. À New York, nous entendons parfois parler de quelques cas signalés au département de la santé. Avant 1999, on recensait dans la ville entre 8 et 12 cas par année pour une population de 8 millions d'habitants. Mais là, dans cette petite communauté du nord de Queens, on avait déjà 6 cas suspects simultanément. Il y avait donc matière à inquiétude. Les malades viennent tous du même petit quartier de Queens. Pour les agents de santé, il ne peut s'agir d'une coïncidence. Des enquêteurs du Bureau de la santé de New York se rendent au nord de Queens pour y chercher des indices. Le docteur Dennis Nash, spécialiste en matière d'enquêtes épidémiques au Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta, est dépêché à New York. Ce fin limier est chargé de remonter à la source de l'épidémie. Comme tous les patients vivaient dans un périmètre de quelques kilomètres, on a cherché activement des facteurs environnementaux liés au logement ou au quartier qui auraient pu expliquer la maladie. Within a few square miles of one another.
Le plus souvent, les épidémies virales se développent dans des zones urbaines surpeuplées. Mais à une quinzaine de kilomètres de Manhattan, ce paisible quartier du nord de Queens semble à des années-lumière de l'agitation de la métropole. On s'attendait à trouver un cadre nettement plus urbain. Mais en réalité, beaucoup de malades vivaient dans un environnement de banlieue où il y avait de nombreux arbres et des maisons individuelles bordées de pelouses avec jardins et piscines. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Les enquêteurs se rendent chez Harold Marsh, l'un des premiers patients contaminés. Ils veulent questionner sa femme, Paula, sur les habitudes quotidiennes de son mari. Elle déclare qu'Harold passe beaucoup de temps dans son jardin, surtout quand il n'arrive pas à dormir. Dans le jardin, les enquêteurs découvrent plusieurs seaux d'eau stagnante. Paula leur explique que son mari recueille l'eau de pluie pour arroser ses fleurs. Dans l'un des seaux, Nash remarque des larves de moustiques. Comme ces insectes peuvent être des vecteurs de maladies, il prélève plusieurs échantillons à des fins d'analyse. Quelques patients fournissent un autre indice possible quant à la source de l'infection. Ils déclarent aux enquêteurs qu'ils se promènent souvent le long de East River. Nash et son collègue se rendent en voiture sur les bords du fleuve. Ils y trouvent plusieurs mares offrant des conditions de reproduction idéales pour des moustiques. Les analyses révèlent la présence de centaines de larves dans les eaux stagnantes. Chaque année, 3 millions d'êtres humains meurent de pathologies véhiculées par des moustiques. Ce sont les plus redoutables vecteurs de maladies de la création. Nous redoutions par-dessus tout d'avoir affaire à une épidémie d'encéphalite transmise par des moustiques. Les scientifiques du Bureau de la santé de l'État de New York examinent les larves. Ils doivent déterminer leur espèce sur les 25 000 qui existent. Les résultats du laboratoire laissent craindre le pire. Le coupable serait le moustique le plus répandu au monde. Appartenant au genre Culex, il est très mobile, a un cycle de vie de plusieurs jours et se retrouve par millions dans toutes les rues d'Amérique. Mais si les chercheurs ont pu établir que le moustique se reproduit bien dans le voisinage, ils n'ont pas encore la certitude qu'il est porteur d'un virus. Tandis que les médecins du Bureau de la santé de New York s'efforcent de trouver des réponses, l'épidémie d'encéphalite prend une tournure tragique. Le 1er septembre 1999, le mystérieux virus fait sa première victime. Harold Marsh est le second cas d'encéphalite admis à l'hôpital Flushing. Malgré les efforts de l'équipe médicale pour le sauver, il s'affaiblit chaque jour davantage. Il est débranché du respirateur quand on constate que tout espoir est désormais perdu. Lors de l'autopsie, le médecin légiste prélève des échantillons de tissu et de sang sur le corps de Marsh. Ceux-ci sont envoyés au Centre de contrôle et de prévention des maladies. Au CDC, le sérum sanguin du défunt est mélangé à un réactif et examiné au microscope. Les chercheurs n'en ont pas encore la certitude absolue, mais tout semble désigner l'encéphalite de Saint-Louis, une infection véhiculée exclusivement par des moustiques. Au même moment, à quelques kilomètres de Queens, une macabre découverte apporte un indice majeur. Des employés du zoo du Bronx ont trouvé des corbeaux morts. Le docteur Tracy McNamara, pathologiste vétérinaire au laboratoire du zoo, est chargé de les autopsier. Je me trouvais au zoo face à des corbeaux et des oiseaux exotiques morts d'encéphalite et je me demandais s'il y avait un lien entre leur pathologie et les cas d'encéphalite humaine rapportés. Pour le docteur McNamara,
Si ces décès sont liés, c'est qu'il ne s'agit sans doute pas de l'encéphalite de Saint-Louis. D'après toute la littérature, les oiseaux peuvent contaminer des moustiques, mais généralement ils sont eux-mêmes immunisés contre ces virus, qui ne les tuent pas et ne provoquent pas chez eux de maladies. McNamara est alarmé par cette vague de décès chez les oiseaux. Les corbeaux ont un système immunitaire puissant et ils résistent généralement bien aux maladies. Pour déterminer la cause de ces décès d'oiseaux, elle mène sa propre enquête. Elle remarque des taches sombres et des traces d'hémorragie sur la partie antérieure du crâne des corbeaux. Cela confirme présence d'encéphalite virale. Elle prélève des échantillons de tissu sur les oiseaux morts et les envoie au CDC. Seul un laboratoire de pointe peut permettre d'établir un lien entre la maladie aviaire et l'encéphalite humaine. J'étais persuadée qu'il s'agissait d'un problème viral et je n'avais jamais vu une telle chose au cours de toutes mes années d'expérience. C'était très inquiétant. Les échantillons parviennent à Robert Lanciotti, qui dirige le laboratoire de diagnostic du CDC. Face à cette situation inhabituelle, il décide de soumettre les échantillons d'origine humaine aux mêmes analyses que ceux provenant des oiseaux. Nous supposions que c'était l'encéphalite de Saint-Louis. Nous avons donc effectué une recherche d'anticorps contre 4 ou 5 virus responsables de cette maladie et nous avons obtenu des résultats très déconcertants. Le virus ne correspondait à aucune des souches du virus de Saint-Louis. Lanciotti consulte une base de données sur Internet. Il compare le code génétique du mystérieux virus à ceux de tous les virus recensés dans le monde. En quelques secondes, la réponse apparaît sur son écran. J'étais sous le choc, à tel point que j'ai répété la recherche à plusieurs reprises, pensant qu'il devait s'agir d'une erreur de l'ordinateur, parce que c'était la chose la plus stupéfiante qu'on puisse imaginer. Le docteur Lanciotti doit alerter sans délai les autorités sanitaires. En piquant des oiseaux porteurs du virus, des moustiques s'infectent, puis transmettent la maladie aux humains. Et les oiseaux ont la capacité de propager la maladie beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que les seuls moustiques. Pour Lanciotti, la menace est claire. Des millions de gens risquent de contracter le virus du Nil occidental. Plusieurs jours après la première apparition du virus, un autre habitant de Queens arrive aux urgences de l'hôpital. Le patient, Todd Conley, paraît souffrir d'un édème du cerveau. Il se débat violemment tandis que médecins et infirmières tentent de le maîtriser. Il délire et ne sait pas où il est. À la vue des symptômes, les médecins soupçonnent le virus du Nil occidental. Ce virus est endémique en Afrique, en Europe de l'Est et dans certaines régions de l'Asie et du Moyen-Orient. Sans qu'on sache trop comment, il a franchi l'Atlantique jusqu'à New York. Il y a 3 hypothèses généralement admises sur la façon dont le virus du Nil occidental est arrivé aux États-Unis. Par l'intermédiaire d'un oiseau, d'un humain ou d'un moustique infecté. Ces 3 théories ont été largement explorées et, à ma connaissance, aucune n'a été formellement prouvée. En fait, on ne sait pas vraiment. Ce ne sont que des spéculations. Si les autorités sanitaires ne savent pas comment le virus est arrivé jusqu'aux États-Unis, en revanche, elles n'ignorent rien de ses effets dévastateurs. Pour enrayer le virus meurtrier, elles doivent trouver le moyen d'éradiquer les moustiques.
Les agents de santé contactent le bureau du maire Rudolph Giuliani et l'informent de l'existence d'une épidémie de virus du Nil occidental. Il faut faire vite, car de nouveaux cas se déclarent chaque jour. Le bureau du maire organise une conférence de presse. On a foncé à la conférence de presse avec sirènes et gyrophares. Il y avait le maire, les dirigeants des services d'urgence et d'autres responsables de la municipalité. Bref, tout le monde s'était réuni. Le maire Giuliani annonce l'épidémie aux New-Yorkais. Il tente de rassurer la population. Obviously, it's easy to say to people, don't panic, they shouldn't. We'll do everything that we can to try to wipe out the mosquito population, deal with and treat the people who may be bitten and may be affected by it. Le maire annonce que dans les 24 heures, la municipalité commencera à procéder à des pulvérisations d'insecticides dans les zones touchées. Après la conférence de presse, Annie Fine tente à son tour de rassurer les citoyens inquiets. En tant que médecin, elle connaît les conséquences que pourrait avoir ce nouveau virus. Pour un praticien de santé publique ou un médecin, la survenue d'un virus sur un continent où il était jusqu'alors totalement inconnu est un événement majeur. Et c'est très inquiétant, car on ignore comment le virus va se comporter dans ce nouvel environnement. Le virus du Nil occidental a fait son apparition dans une ville qui n'est guère armée pour le combattre. Il n'y avait pas eu ici d'épidémie virale véhiculée par des moustiques depuis très longtemps. La municipalité n'avait pas de programme de lutte anti-moustique. La ville est très étendue et densément peuplée. Il était donc difficile de prévoir le nombre de cas potentiels. Ça pouvait être très grave et nous étions donc très préoccupés par cette affaire. Les autorités sanitaires lancent la plus vaste campagne d'éradication de moustiques que New York ait jamais connue. On effectue des pulvérisations aériennes tard le soir et tôt le matin, aux heures où les moustiques sont le plus actifs. De plus, des employés municipaux sillonnent les rues et vaporisent de l'insecticide pour tuer les moustiques adultes. Les aires de ponte ne sont pas oubliées. Une fois infectée, une femelle peut transmettre le virus à des centaines de larves. Des équipes au sol traitent les zones qui abritent des œufs et des larves de moustiques. Tournoyant dans les airs, des hélicoptères repèrent les eaux stagnantes de la région. Simultanément, des agents de santé font du porte-à-porte pour recommander aux habitants de vider leurs eaux stagnantes. Ils leur conseillent également d'éviter de rester dehors après la tombée de la nuit ou, s'ils doivent sortir, de s'enduire d'insecticides et de porter manches longues et pantalons. Tout est mis en œuvre pour contenir le virus du Nil et rassurer les citoyens inquiets. À la fin de l'été 1999, le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta identifie à New York un étrange virus transmis par des moustiques, le virus du Nil occidental. Les moustiques contractent généralement le virus en se nourrissant du sang d'un hôte infecté, comme un oiseau ou un rongeur, puis ils le transmettent aux humains en les piquant, propageant ainsi la maladie. Fin septembre, malgré les efforts du CDC, le virus franchit les frontières de l'État de New York. À Greenwich, dans le Connecticut, un corbeau mort est retrouvé près d'un terrain de golf. L'oiseau est emmené au laboratoire d'expérimentation agricole de l'État. Le docteur Theodore Andreadis contacte un pathologiste vétérinaire pour lui demander d'examiner l'oiseau et déterminer la cause de la mort. Andreadis ordonne ensuite à son équipe de poser des pièges anti-moustiques à proximité de l'endroit où on a retrouvé l'oiseau mort.
Il y avait de gros risques qu'une épidémie humaine éclate aussi dans le Connecticut. Il était donc très important pour nous d'analyser les moustiques pour évaluer la menace, de trouver la cause de la mort de ce corbeau et de voir s'il pouvait y avoir un lien entre les deux. Avant de savoir si les moustiques sont porteurs d'un virus, il faut identifier leur espèce. On retrouve plus de 40 espèces de moustiques au Connecticut qui ne se nourrissent pas tous de sang humain. Certains moustiques ne piquent que des oiseaux, d'autres uniquement des batraciens, d'autres encore des mammifères. Si on retrouve le virus chez un moustique qui pique les humains, cela signifie que la menace est grave et qu'elle exige la mise en place de mesures de santé publique. Après avoir identifié les moustiques, les scientifiques veulent maintenant vérifier s'ils sont porteurs de virus. C'est un long processus au terme duquel ils seront enfin fixés. Les moustiques sont placés dans des flacons de liquide agités pour décomposer les chairs. Les chercheurs extraient ensuite le fluide obtenu et le mettent à incuber pendant plusieurs jours. Si le liquide devient trouble, c'est qu'il y a bien présence de virus. Le résultat ne fait aucun doute. L'observation au microscope met en évidence la croissance d'un virus. Après identification, le CDC confirme qu'il s'agit bien du virus du Nil occidental. Quand il apprend que le virus a atteint le Connecticut, le docteur André Addis partage les inquiétudes de la population. Il y a de quoi avoir peur. On est là à se prélasser quand tout à coup, on est piqué par un moustique qui, bien qu'il paraisse inoffensif, peut véhiculer un virus mortel. À partir de novembre 1999, le froid envahit le nord-est des États-Unis, tuant ainsi tous les moustiques. Mais tandis qu'approche l'été 2000, les autorités sanitaires sont sur les dents. Les populations de moustiques vecteurs du virus du Nil recommencent à croître. Le virus gagne bientôt tout le nord-est des États-Unis, étendant sa distribution au sud jusqu'en Caroline du Nord et à l'ouest jusqu'en Pennsylvanie. Les personnes âgées ou immunodéprimées sont les plus à risque. À mesure que l'été avance, le nombre de décès augmente. Le virus ne montre aucun signe d'infléchissement. Au cours des 2 années qui suivent, le virus du Nil occidental se répand dans près de 30 États. Le plus durement frappé est la Louisiane. Ses températures chaudes et son abondance de cours d'eau en font un terrain particulièrement favorable à la reproduction des moustiques vecteurs. À Bâton Rouge, la mère de Judy Simmons est la première à succomber au virus mortel. C'est une mort affreuse. Judy accompagne sa mère dans ses derniers moments. J'ai appelé mes 2 enfants sans leur dire que leur grand-mère était mourante. Je leur ai demandé de lui dire qu'il l'aimait et qu'il viendrait bientôt la voir. Puis elle est morte. Bientôt, on dénombre 80 cas en Louisiane. Le gouverneur décrète l'état d'urgence. Ma mère était sous oxygène, nourrie par sonde. Elle ne pouvait plus s'alimenter. C'était horrible. La Louisiane dépense des millions de dollars pour lutter contre l'épidémie et exterminer les moustiques. Mais selon Randy Veith, biologiste au Centre de lutte anti-moustique de Bâton Rouge, les pulvérisations, si intensives soient-elles, ne peuvent détruire tous les moustiques. On ne peut pas contrôler totalement les populations de moustiques. On peut apprendre aux gens à se protéger des moustiques porteurs. On peut aussi réduire considérablement les effectifs. Malgré tout, il restera toujours des moustiques et il y aura toujours des personnes piquées. Les autorités sanitaires se battent avec l'énergie du désespoir. 2 ans après le début de l'épidémie, les oiseaux et les moustiques ont propagé le virus à la fois vers le sud et l'ouest.
Au milieu de l'été 2002, le virus du Nil occidental a déjà infecté des centaines de nouvelles victimes et tué plusieurs dizaines de gens. Et ce n'est pas fini. Les représentants de la santé publique avertissent la population que la maladie n'a même pas atteint son pic saisonnier. Jusqu'ici, le virus s'est attaqué aux personnes âgées ou affaiblies, mais cela est sur le point de changer. À la fin du mois d'août, dans l'Illinois, Tracy Hollis, 36 ans, quitte son domicile au volant de sa voiture. Elle se rend dans la ville de Peoria, où elle travaille comme femme de ménage au centre médical St. Francis. Cette mère de 4 enfants mène une vie très active. Mais depuis quelques jours, elle souffre de maux de tête et d'épuisement. Janet Ferris, sa mère, est inquiète. Elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle était prise de légers vertiges. Mais ces vertiges s'aggravent de minute en minute. Lorsqu'elle descend de sa voiture, ses jambes se dérobent sous elle. Elle a réussi à se relever et à faire quelques pas en s'accrochant aux voitures et aux panneaux de signalisation. Puis elle est tombée à nouveau. Tracy ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle sent ses jambes flageoler. Elle parvient jusqu'à la salle d'urgence de l'hôpital. Les infirmières conduisent Tracy dans une salle d'examen et font appeler le médecin de garde. Le docteur Paul Matthews accourt pour l'examiner. Tracy avait des symptômes apparentés à ceux de la grippe. Fièvre, maux de tête, courbatures, fatigue et faiblesse généralisée, ainsi que des crampes dans le bas des jambes. Affaiblie et confuse, Tracy trouve cependant la force de décrire ses symptômes au médecin. Elle avait aussi une température de plus de 40 degrés, mal à la tête, la nuque raide et les jambes défaillantes. Elle avait de la difficulté à marcher et à maintenir son équilibre. D'après les symptômes de Tracy, le docteur Matthews pense à une encéphalite ou à une méningite, c'est-à-dire une inflammation de la membrane entourant le cerveau et la moelle épinière. Ces maladies peuvent être provoquées par le virus du Nil occidental. Mais généralement, le virus ne s'attaque pas à des sujets aussi jeunes. Tracy présente un autre symptôme très inquiétant, une sévère paralysie. Ces symptômes, qui rappellent ceux de la poliomyélite, n'ont encore jamais été associés au virus du Nil occidental. Les médecins ne peuvent établir de diagnostic certain. En cas d'aggravation de la paralysie, ils craignent que Tracy ne survive pas. À Peoria, dans l'Illinois, les médecins tentent désespérément d'identifier la maladie de Tracy Hollis, 36 ans. Ils soupçonnent le virus du Nil occidental, mais attendent la confirmation des analyses de laboratoire. Sa paralysie inquiète et déconcerte les médecins. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à un tel cas. Le docteur Matthews ordonne une batterie d'analyses supplémentaires, dont une ponction lombaire et une imagerie par résonance magnétique, ou IRM. Il espère que les clichés permettront de mieux voir la cause de cette paralysie invalidante. En se servant des ondes radio, la machine effectue une cartographie précise du cerveau. Cela fournit aux médecins une image en 2 dimensions du tissu cérébral et leur permet d'y détecter tout gonflement, épanchement de sang ou protubérance anormale. Les clichés confirment la présence d'un édème dans le cerveau de Tracy. Mais même si elle souffre de méningite, cela n'explique pas sa paralysie.
Le docteur David Slagle, qui dirige le service des maladies infectieuses à l'hôpital, est appelé au chevet de Tracy. Il soupçonne que sa fièvre et sa méningite sont provoquées par le virus du Nil occidental. Il déclare à sa famille que les médecins ne sont pas certains de la cause de sa paralysie. Sa mère est rongée par l'angoisse. Tracy avait toujours été en parfaite santé. Elle n'avait jamais été hospitalisée pour quoi que ce soit et n'avait pour ainsi dire même jamais eu de grippe. Quand ses jambes ont refusé de fonctionner, j'ai compris que c'était quelque chose de grave. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Et évidemment, je craignais le pire. Une sclérose en plaques, une congestion cérébrale ou quelque chose du même genre. Des prélèvements de liquide céphalo-rachidien sont envoyés au laboratoire de l'État pour analyse. On ne connaîtra les résultats que dans plusieurs jours. Le docteur Slagle surveille de près l'état de sa patiente. Il est à l'affût de toute complication supplémentaire. Quelques jours plus tard, le laboratoire livre enfin ses résultats. Tracy a bien été infectée par le virus du Nil occidental. Les médecins en ont désormais la confirmation. Mais la cause de sa paralysie reste mystérieuse. L'aspect atypique de l'infection de Tracy était la faiblesse des jambes. Le fait qu'elle était plus jeune que la plupart des patients atteints du virus du Nil occidental était également préoccupant. La famille se relaie au chevet de la jeune femme. Le corps médical ne peut pas grand-chose pour elle, sinon l'alimenter et la réhydrater par perfusion. Elle oscillait entre veille et sommeil. Elle ne parlait presque pas. Elle était apathique. J'avais vraiment très peur. Au cours de la semaine suivante, Tracy reprend un peu de force. Ses proches espèrent qu'elle est hors de danger. Son corps commence à gagner la bataille contre le virus. Sa fièvre chute et son édème au cerveau se résorbe. Mais ses jambes demeurent partiellement paralysées. Le virus a sérieusement endommagé des nerfs dans sa colonne vertébrale. Deux semaines après le début de sa maladie, Tracy peut enfin rentrer chez elle. Mais elle souffre toujours de paralysie dans les jambes. On ne pouvait pas savoir quand son état s'améliorerait. On ignorait aussi si elle garderait des séquelles de sa paralysie une fois l'infection résorbée. Ces incertitudes sont liées au fait qu'on a affaire à une infection nouvelle. Actuellement, il nous est impossible de connaître le pronostic final pour beaucoup de patients. À son retour de l'hôpital, Tracy a besoin de toute l'aide de sa famille. Elle éprouve des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidienne. Je ne suis plus la même personne. Je me déplace beaucoup plus lentement. Et il me faut près de 5 minutes pour descendre mes escaliers. Simplement parce que je descends une marche, je fais une pause, j'en descends une autre, je fais une nouvelle pause. Après cet effort, ma jambe gauche me fait mal. Il faut donc que je m'assoie pour récupérer. Pendant plusieurs mois, la jeune femme fait de gros efforts pour retrouver sa mobilité. Sa mère est témoin des énormes répercussions de la maladie sur la vie de Tracy et de ses proches. Tracy était très active avec ses enfants avant de tomber malade. Tous les soirs, elle les amenait en promenade ou jouait avec eux au parc. Ils allaient souvent camper tous ensemble. Mais maintenant, elle ne peut plus rien faire de tout ça.
Je suis sûre que cette partie de leur vie leur manque. Tout au long de son calvaire, Tracy a réussi à conserver son optimisme. Quand il vous arrive une tuile pareille, vous essayez de penser à tout ce que vous avez, au lieu de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Du coup, on se met à apprécier des petites choses toutes simples, comme pouvoir marcher en plein air. J'ai failli être privée de ça. C'est terrifiant. En plus du soutien de sa famille, la physiothérapie a joué un rôle primordial dans le rétablissement de Tracy. La physiothérapie m'épuise parce qu'elle sollicite les muscles de ma jambe qui ne fonctionnent plus comme avant. Les médecins pensent que je pourrais recouvrer l'usage de ma jambe à 100%. Mais ça va me demander beaucoup de temps et d'efforts. Dans un an, j'aimerais pouvoir marcher dans la rue avec mes enfants et recommencer à faire ce que je faisais avant tout ça. Tandis que Tracy s'efforce de reconstruire sa vie pas à pas, le virus du Nil occidental poursuit sa foudroyante invasion. À la fin de l'été 2002, il atteint la Californie. Les experts pensent qu'à terme, tous les États du pays seront touchés, puis que le virus se répandra dans tout l'hémisphère occidental. Selon le Dr Robert Lenciotti du CDC, ces effets sont considérables. Le virus du Nil occidental a largement modifié les infrastructures de santé publique dans ce pays. J'ai observé des changements incroyables. Avant 1999, peu de laboratoires de santé publique pratiquaient couramment des tests de dépistage de virus véhiculés par des moustiques et des tiques. Le CDC a déployé de gros efforts pour diagnostiquer et combattre la maladie. Depuis 1999, les techniciens des laboratoires publics ont été formés pour multiplier leurs tests de dépistage de maladies infectieuses. Ils peuvent dépister le virus du Nil occidental sans être obligés de passer par nous. Ils font les tests de dépistage sur place et détectent très rapidement la présence du virus. Malheureusement, il est impossible de tester toutes les personnes qui entrent sur le territoire américain. Chaque jour, à bord de milliers de vols, des centaines de milliers de voyageurs se croisent dans les aéroports, favorisant la migration du virus. Nous devons être très vigilants et guetter la survenue de nouvelles maladies, de pathologies inhabituelles, d'événements qui se produisent à un endroit mais qu'on ne signale pas ailleurs, comme par exemple les décès d'oiseaux. Le virus du Nil occidental a infecté plus de 100 espèces d'oiseaux. Au-delà du risque sanitaire, les espèces menacées d'extinction, comme l'aigle d'Amérique, sont les plus exposées. Nous ignorons quel sera l'impact sur les effectifs d'oiseaux. Il est possible qu'avec le temps, ils s'immunisent contre le virus et ne meurent plus en aussi grand nombre. Mais je crois qu'à court terme, l'hécatombe va continuer. Le virus est désormais ancré aux États-Unis. Il ne disparaîtra pas. Les oiseaux migrateurs continueront à disséminer le virus. Et nul n'est à l'abri de la piqûre d'un moustique infecté. Les moustiques ne pourront jamais être éradiqués de la surface du globe. Ils colonisent par millions le moindre carré de jardin en Amérique. À l'heure actuelle, il n'existe ni traitement ni vaccin contre la maladie. La meilleure défense reste la prévention contre les moustiques porteurs. Partout aux États-Unis, on tente de réduire les concentrations de moustiques pour protéger la population. Il y aura toujours des risques que ce virus provoque une épidémie, surtout en zone urbaine.
Depuis la première apparition du virus en 1999, on a recensé aux États-Unis près de 4000 malades, dont 200 sont morts. Les scientifiques espèrent mettre au point un vaccin d'ici 3 ans. D'ici là, les autorités sanitaires ne peuvent que tenter de limiter la propagation de la maladie.